Un avion cargo chinois vient de réaliser le premier vol mondial propulsé par un turbopropulseur à hydrogène liquide d'une puissance d'1 mégawatt. 16 minutes de vol. 36 km parcourus à une altitude de 300 mètres au-dessus de l'aéroport de Zhuzhou. En termes simples, voici ce que cela signifie. L'industrie aéronautique a passé 30 ans et dépensé des milliards de dollars à conclure que la propulsion à hydrogène était physiquement possible mais commercialement impossible. Trop lourde, trop froide, trop chère et trop dépendante d'infrastructures qui n'existaient pas. Ce vol n'a pas seulement remis en cause cette conclusion, il a remis en cause toutes les hypothèses sur lesquelles elle reposait. Si vous voulez comprendre comment un programme que l'Establishment aérospatial occidental a rejeté comme ayant 10 ans de retard vient de mettre au point un avion fonctionnel, et ce que cela signifie pour chaque feuille de route de l'aviation à hydrogène, actuellement en attente dans un ministère, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Car ce n'est pas l'avion qui est l'histoire, mais le système qui le faisait voler. Pendant des décennies, la communauté des ingénieurs aérospatiaux a fonctionné selon un consensus si bien étayé par des données que le remettre en question ressemblait moins à une remise en cause scientifique qu'à un vœu pieux. L'hydrogène, disait-on, était un carburant idéal sur le papier, mais une catastrophe en pratique. Les principes physiques étaient incontestables. L'hydrogène transporte environ 2,5 fois plus d'énergie par kilogramme que le kérosène, soit environ 120 mégajoules par kilogramme, contre 43 mégajoules par kilogramme pour le kérosène. En termes de poids, il l'emporte. Mais l'aviation ne fonctionne pas uniquement en fonction du poids, elle fonctionne aussi en fonction du volume. Et en termes de volume, la situation s'inverse complètement. L'hydrogène liquide stocke environ 8 mégajoules par litre. Les réservoirs de carburant pour avions à réaction contiennent environ 34 litres de carburant. Pour transporter la même énergie qu'un réservoir de kérosène plein, un avion à hydrogène a besoin d'un réservoir de carburant environ 4 fois plus grand. Imaginez retirer les réservoirs de carburant d'un avion monocouloir commercial, vider le fuselage de tout le reste et remplir cet espace avec un système de stockage cryogénique isolé sans pour autant obtenir la même autonomie. Il ne s'agit pas d'un simple défi de conception, mais d'une redéfinition structurelle de ce qu'est un avion. Se pose ensuite le problème de la température. L'hydrogène liquide doit être stocké à moins 253 degrés Celsius, soit 2 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu, le plancher théorique de toute énergie thermique. Pour atteindre cette température, il faut des systèmes de réfrigération actifs avec leur propre masse, leur propre consommation d'énergie et leur propre risque de panne. L'isolation du réservoir doit être suffisamment épaisse pour empêcher les pertes de chaleur provenant de la cellule de l'avion dont la température ambiante par une chaude journée sur un tarmac exposé au soleil atteint plus 40 degrés Celsius, voire plus. Cela représente un gradient thermique de près de 300 degrés Celsius à travers une paroi de quelques centimètres. La science des matériaux n'offre aucune solution toute faite à cette contrainte de poids pour l'aviation. Boeing a étudié sérieusement la propulsion à hydrogène au début des années 2000 et a conclu que les problèmes d'intégration à la cellule étaient insurmontables dans le cadre d'un budget de poids commercialement viable. Airbus a mené ses propres études de faisabilité interne sur l'hydrogène sur plusieurs cycles de programme et a repoussé à plusieurs reprises le calendrier. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, dans son rapport environnemental de 2019, a classé la propulsion à hydrogène comme une technologie nécessitant le développement d'infrastructures fondamentales et une certification avant tout déploiement commercial réaliste, et a fixé cet horizon de déploiement au-delà de 2040. Il ne s'agissait pas d'institutions conservatrices prenant leurs précautions. Il s'agissait des organisations qui ont construit l'infrastructure certifiée pour tous les avions commerciaux en service aujourd'hui. Lorsqu'ils affirmaient que l'hydrogène n'était pas encore au point, ils ne spéculaient pas. Ils se basaient sur leurs propres données d'ingénierie. Le coût a accentué le problème physique. L'hydrogène vert produit par électrolyse à partir d'énergies renouvelables, seule variante, respectant la promesse du zéro émission, se négociait en 2020 entre 8 et 12 dollars le kilogramme dans les scénarios de production les plus optimistes. Le kérosène même, à prix élevé, coûte moins de 1 dollar le kilogramme à énergie équivalente.
Cet écart ne se résorbe pas par de simples améliorations progressives de l'efficacité. Il exige une restructuration complète de l'économie de la production et de la distribution de l'hydrogène. Aucun programme aéronautique ne pourrait à lui seul y parvenir. Mais le problème n'a jamais été seulement physique, il était aussi institutionnel. Il n'existait alors aucun cadre de certification pour un avion commercial à hydrogène. L'administration de l'aviation civile de Chicago, CAAC, la FAA aux États-Unis et l'AESA en Europe ne disposaient d'aucun cadre approuvé pour les systèmes de carburant cryogénique dans les avions de transport de passagers. La construction d'un tel appareil aurait nécessité des années de développement réglementaire menés en parallèle des travaux d'ingénierie, sans aucune garantie de convergence des deux échéanciers. Le consensus du secteur aérospatial n'était pas pessimiste. Il reconnaissait l'ampleur du problème avec lucidité, et c'est précisément cette lucidité qui a rendu la suite des événements si difficile à accepter pour les instances dirigeantes. Le programme à l'origine de ce vol ne s'est pas construit du jour au lendemain. En 2021, l'AEC, Aero Engine Corporation of China, entreprise d'État chargée de tous les grands programmes de propulsion de l'aviation chinoise, annonçait officiellement un projet de développement de moteurs à combustion d'hydrogène visant une puissance de plusieurs mégawatts pour les turbopropulseurs. L'objectif affiché n'était pas un prototype de laboratoire, mais un système de propulsion opérationnel intégrable aux plateformes d'avions cargo existantes. La presse aérospatiale occidentale a pris note de cette annonce, puis est passée à autre chose. La réaction générale, lorsqu'elle existait, était un scepticisme mesuré. La combustion de l'hydrogène dans un cycle turbopropulseur était une solution technique connue, mais le calendrier avancé par l'AECC prévoyant le premier vol en moins de 5 ans après le lancement du programme n'était pas jugé crédible par les institutions qui, après des décennies d'exploration de ce domaine, n'avaient pas abouti. Les objections étaient précises. La combustion de l'hydrogène dans une turbine à gaz produit des émissions d'oxyde d'azote à haute température, ce qui remet en question l'objectif zéro émission. Les systèmes d'alimentation en hydrogène liquide nécessitent des infrastructures au sol, des réservoirs de stockage cryogénique, des équipements de ravitaillement spécialisés et des protocoles de gestion de l'évaporation dont aucun aéroport commercial, à l'exception de quelques centres de recherche, ne disposait. Et la procédure de certification d'un moteur à hydrogène dans le cadre de l'Autorité chinoise de l'aviation civile, CAAC, sans parler de tout équivalent international, n'était pratiquement pas formalisée. Il ne s'agissait pas de préoccupations abstraites. Ce sont les mêmes préoccupations qui avaient fait capoter tous les programmes occidentaux de propulsion à hydrogène dès l'étude de faisabilité. On disait la même chose du réseau ferroviaire à grande vitesse chinois en 2003. On connaît la suite. Ce que les sceptiques n'avaient pas pris en compte, c'était la structure du programme sous-jacent à l'annonce. L'AECC n'a pas abordé la propulsion à hydrogène comme un simple problème de développement de moteur. Dès la première revue de conception, elle l'a traité comme un défi d'intégration de système. Le moteur AEP, sans la désignation qui allait finalement propulser le vol de Zhuzhou, a été développé en parallèle avec architecture de distribution de carburant hydrogène liquide, protocole de manutention au sol cryogénique et étude d'intégration de la cellule réalisée avec Air White Whale, le fabricant de drone cargo, qui fournirait finalement la plateforme d'essai. L'Université polytechnique du Nord-Ouest et l'Université de Beihang, deux des plus prestigieuses institutions d'ingénierie aérospatiale de Chine, ont mis à disposition des équipes de recherche pour les travaux sur la gestion thermique et la stabilité de la combustion. Il ne s'agissait pas d'un seul programme, mais de 4 programmes menés simultanément en vue d'une démonstration en vol. Les sceptiques se concentraient sur le carburant, négligeant l'architecture de propulsion qui se développait autour. Le premier problème d'ingénierie AECC a dû résoudre d'une simplicité trompeuse, nécessitait une réflexion de quelques secondes. Un moteur turbopropulseur fonctionnant au kérosène reçoit du carburant à température ambiante pompé depuis un réservoir d'aile atomisé au niveau de l'injecteur, puis enflammé dans la chambre de combustion. Le problème de gestion thermique au niveau de l'alimentation en carburant est mineur.
Remplaçons maintenant le kérosène par de l'hydrogène liquide stocké à moins 253 degrés Celsius et acheminons-le via le même système d'alimentation. Ce qui se produit à l'injecteur n'est pas une combustion, mais un changement de phase. L'hydrogène liquide se vaporise instantanément plus vite que le système d'injection ne peut le contrôler, engendrant des pics de pression qu'aucune chambre de combustion de turbine n'est conçue pour absorber. Imaginez que vous essayez de verser de l'azote liquide directement sur une poêle en fonte brûlante. La surface ne se contente pas de faire bouillir le liquide, elle le surchauffe de façon explosive et l'onde de pression se propage. Dans un moteur, ce quelque part correspond aux aubes de la turbine. La solution développée par AECC pour l'AE-Pacent consistait en un système de préconditionnement thermique par étapes intégré à la conduite d'alimentation en carburant en amont de la chambre de combustion. L'hydrogène liquide, sortant du réservoir cryogénique, est acheminé à travers un échangeur de chaleur qui utilise la chaleur résiduelle du cycle d'échappement du moteur pour augmenter la température du carburant selon un gradient contrôlé. Non pas à température ambiante, mais à un état supercritique stable, où l'hydrogène se comporte comme un gaz à haute densité plutôt que comme un fluide susceptible de subir une transition de phase. Au moment où le carburant atteint l'injecteur, il n'est plus un liquide cryogénique menaçant de s'évaporer instantanément. Il s'agit d'un flux de gaz contrôlé à haute pression présentant des caractéristiques de combustion prévisibles. Les données d'essai au sol communiquées par l'AEC. Avant le vol du Zhuzhou, ont démontré une stabilité de la pression dans la chambre de combustion à 2% près sur toute la plage de puissance, une valeur conforme à la plage de stabilité des turbopropulseurs à kérosène éprouvés et en service depuis des décennies. Le gradient thermique géré par le système de préconditionnement a dépassé 270 degrés Celsius sur moins d'1 mètre de conduite de carburant. Les matériaux utilisés pour la paroi de l'échangeur de chaleur comprenaient un superalliage de nickel, haute température côté échappement, et un acier inoxydable cryogénique côté hydrogène, avec une couche d'interface isolante pour un contrôle précis du taux de transfert. Ce résultat, une variation de pression de 2%, n'est pas prometteur. Il s'agit d'une valeur de stabilité de combustion acceptable pour la production. Cependant, la résolution du problème d'apport thermique a engendré un second problème anticipé dès la première revue de conception. Le système de préconditionnement a ajouté de la masse. En matière de propulsion à hydrogène, la masse est la variable déterminante de l'efficacité. Chaque gramme ajouté au système d'alimentation d'un avion à hydrogène représente un coût qui n'existe pas de la même manière pour le kérosène. L'hydrogène ayant une densité énergétique volumique 4 fois inférieure à celle du carburant d'aviation, l'avion embarque déjà un système d'alimentation plus lourd et plus volumineux pour égaler l'autonomie d'un appareil conventionnel. L'ajout d'un système de préconditionnement thermique avec échangeur de chaleur, segment de conduite isolé et régulateur de pression ne fait qu'amplifier le surpoids. Après la finalisation de l'architecture de préconditionnement, les ingénieurs d'AECC ont effectué des calculs et sont parvenus à une masse du système d'alimentation complet qui menaçait d'annuler totalement l'avantage d'efficacité de la combustion de l'hydrogène. Le système qui résolvait le problème de transition de phase avait engendré un problème de poids que la cellule ne pouvait pas simplement absorber. La solution classique à un problème de poids, un réservoir cryogénique, consiste à substituer des matériaux. On remplace l'acier par un alliage d'aluminium, on réduit l'épaisseur des parois au minimum nécessaire à la structure, on accepte le gain de poids et on poursuit le projet. L'AECC n'a pas procédé ainsi. Ce que les ingénieurs du programme ont proposé à la place, c'est une inversion structurelle qui, à première vue, semble engendrer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Au lieu de considérer le réservoir de carburant cryogénique comme un récipient sous pression distincte installé à l'intérieur de la structure de l'aéronef, approche standard qui exige que le réservoir et la structure environnante supportent des charges structurelles indépendantes. Ils ont proposé d'intégrer la paroi du réservoir elle-même comme élément porteur principal de la structure. Le réservoir ne serait plus un élément interne de la structure, il en serait la structure même. Le matériau qui rend cela possible est le polymère renforcé de fibres de carbone PRFC, fabriqué selon une configuration à enroulement filamentaire permettant d'ajuster simultanément l'orientation des fibres pour le confinement de la pression cryogénique et la résistance à la charge de flexion.
La même paroi qui contient de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés Celsius supporte également le moment de flexion à l'emplanture de l'aile en vol. Il n'y a pas de couche structurelle redondante ni de réservoir sous pression séparée. Les deux fonctions sont assurées par le même matériau et la même géométrie. Les essais menés par AEC et publiés avant le vol du Jujo ont démontré que l'ensemble réservoir cellules intégré en PRFC atteignait une pression de 3,5 bars à température cryogénique sans déformation structurelle au-delà de la plage élastique prévue, tout en permettant un gain de masse d'environ 23% par rapport à une solution conventionnelle à réservoir séparé de volume équivalent. Cela semble impossible. Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que cela fonctionne. Les deux mécanismes ont ainsi été validés individuellement. Le système de préconditionnement thermique contrôlait l'interface de combustion. Le réservoir intégré en PRFC résolvait le problème de poids, mais la validation de composants isolément et la validation de composants embarqués ensemble au sein d'un même aéronef constituent deux problématiques d'ingénierie totalement différentes. Le problème qui se pose lorsqu'on utilise simultanément en vol un système de préconditionnement thermique et une cellule réservoir n'est pas immédiatement évident à partir des données des essais au sol. Pris individuellement, chaque système se comporte de manière prévisible. Le système de préconditionnement prélève une quantité contrôlée de chaleur résiduelle du cycle d'échappement pour gérer la transition de phase de l'hydrogène. Le réservoir intégré en PRFC gère la pression cryogénique dans ses limites nominales, mais en vol, les deux systèmes ne sont pas isolés. Ils sont couplés. La consommation thermique du système de préconditionnement varie en fonction de la puissance moteur. Cette dernière varie selon la phase de vol montée et croisière descente, remise des gaz. Chaque modification de la puissance modifie l'énergie thermique disponible pour le préconditionnement, ce qui modifie la température d'injection d'hydrogène, les caractéristiques de combustion et par conséquent la puissance de sortie. Ceci modifie la contrainte structurelle sur la paroi du réservoir et enfin les conditions thermiques limites du côté cryogénique du PRFC. Les deux systèmes ne se contentent pas de coexister. Ils communiquent en permanence entre eux par le biais de la physique de l'aéronef. L'ancienne approche pour gérer ce type d'instabilité couplée consistait à utiliser des marges de sécurité importantes. Chaque système devait fonctionner bien en deçà de son domaine de fonctionnement afin que les interactions n'atteignent jamais une amplitude déstabilisante. Ça fonctionne. Cela signifie aussi qu'aucun des deux systèmes n'atteint jamais son rendement maximal car les marges absorbent les performances. Les ingénieurs du programme AEP-CENT savaient dès la première simulation intégrée que l'accumulation des marges permettrait de créer un système opérationnel validant ainsi la technologie sans pour autant démontrer son potentiel commercial. Ce résultat était inacceptable. AEC a donc développé une architecture de gestion de l'énergie hydrogène en temps réel. Ce système de contrôle embarqué modélise simultanément l'état thermique de la conduite d'alimentation en carburant la contrainte structurelle exercée sur la paroi du réservoir, la pression de la chambre de combustion et la demande de propulsion. Il exécute une boucle de correction prédictive à une fréquence suffisamment rapide pour anticiper l'instabilité avant qu'elle ne se manifeste plutôt que d'y réagir a posteriori. Le système surveille plus de 40 capteurs répartis sur les sous-systèmes d'alimentation en carburant et de propulsion et ajuste en temps réel en quelques millisecondes la pression d'alimentation et la consommation de chaleur du préconditionnement afin de maintenir les deux sous-systèmes à leur rendement maximal simultanément sans compromis. Les données intégrées des essais en vol de la démonstration Jujo ont montré une amélioration de l'efficacité énergétique de 11% par rapport à la configuration de référence des essais au sol, où les deux systèmes étaient gérés séquentiellement plutôt que simultanément. Ce chiffre provient directement du rapport d'ingénierie post-vol d'AECC. Il ne s'agit pas d'un gain d'efficacité projeté, mais d'un résultat mesuré en vol. L'architecture combinée, le réservoir de préconditionnement intégré et la gestion de l'énergie en temps réel ont permis d'obtenir un résultat en vol que l'équipe d'ingénierie d'AEC a dû confirmer par une seconde analyse des données avant sa publication.
Voici donc la réalité. Le vol du Zhuzhou a duré 16 minutes. Il a parcouru 36 km à 300 mètres d'altitude. L'appareil était une plateforme cargo sans pilote de 7,5 tonnes. Ni un avion de ligne, ni un avion régional, ni le genre d'appareil que l'on verra prochainement sur les panneaux d'affichage des aéroports commerciaux. Le moteur AEP-Cent ne dispose d'aucun calendrier de service certifié pour les passagers. L'AECC a déclaré publiquement que ses applications à court terme se concentreront sur le transport de fret et la logistique sans pilote vers les régions isolées ou insulaires, et non sur l'aviation commerciale de passagers. L'autonomie démontrée à Zhuzhou est bien inférieure à celle des liaisons aériennes intérieures chinoises les plus courtes. L'infrastructure de ravitaillement en hydrogène liquide nécessaire au vol est disponible sur un seul site. Ce sont là des contraintes réelles et non négligeables. Le vol Zhuzhou certifié et confirmé par l'AECC et rapporté par Xinhua a marqué la première opération en vol réussi au monde d'un turbopropulseur à hydrogène liquide de classe mégawatt. Ce moteur produisant plus d'1 mégawatt de puissance à l'arbre grâce à un cycle de combustion d'hydrogène est intégré à un système d'alimentation en carburant cryogénique, une cellule à réservoir structurel et une architecture de gestion de l'énergie en temps réel. Tous ces éléments fonctionnant simultanément en vol pour la première fois. L'administration de l'aviation civile de Shan, CAAC, n'a pas encore délivré de certificat de type pour l'AEP-Cent, mais le dossier de données de vol soumis à la CAAC, suite à la démonstration de Luzhou, constitue le premier ensemble de données complet de ce type pour un programme de propulsion à hydrogène au monde. Transposons cela à une échelle humaine. Une autonomie de 36 km au stade actuel du développement correspond aux premiers démonstrateurs à turbopropulseurs, qui ont ensuite évolué vers des avions régionaux capables de couvrir 600 à 800 km en 2 générations de matériel. Les liaisons qu'un turbopropulseur à hydrogène à échelle réduite desservirait en premier lieu: Chengdu-Chongqing, Guangzhou-Shenzhen. Et le transport logistique insulaire à travers la mer de Chine méridionale représente certains des segments courts courriers les plus fréquents de l'aviation intérieure chinoise. Zéro émission de SO2, en vol la vapeur d'eau étant le seul sous-produit de la combustion. Sur ces liaisons à grande échelle, la réduction des émissions n'est pas marginale, elle est totale. La série d'essais au sol achevée. Le 29 mars 2026, une semaine avant le vol vers Luzhou, a confirmé que l'AEP-Cent a maintenu une combustion stable sur toute la plage de puissance du ralenti à la puissance nominale maximale sans aucun arrêt imprévu durant toute la séquence d'essai. Il ne s'agit pas d'une démonstration de maturité technologique, mais d'un résultat d'endurance. La limite n'était pas d'ordre physique, mais liée à l'intégration. Et cette intégration a été une réussite totale. Un enregistrement de vol modifie un chiffre sur une fiche technique. Que va-t-il se passer ensuite? C'est la question que tous les ministères de l'aérospatiale de la planète ont commencé à se poser le 6 avril 2026. L'aviation est responsable d'environ 2,5% des émissions mondiales de CO2 chaque année, un chiffre que l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, publie régulièrement dans ses rapports environnementaux. Ce chiffre sous-estime l'impact réel sur le climat. À altitude de croisière, la combinaison du CO2 des oxydes d'azote, des traînées de condensation et de la formation de cirrus produit un forçage radiatif effectif que le rapport environnemental de l'OACI de 2022 estimait à près de 4% du réchauffement climatique total d'origine humaine. Pour une industrie qui s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 dans le cadre du programme CORSIA de l'OACI. L'écart entre cet engagement et la technologie disponible a toujours constitué le problème déterminant. Les carburants d'aviation durable réduisent les émissions sur l'ensemble du cycle de vie, mais n'éliminent pas la combustion. La propulsion électrique par batterie résout le problème des émissions, mais ne peut atteindre la densité énergétique requise pour tout vol autre que les vols ultralégers de courte durée. La combustion de l'hydrogène dans le cadre de l'OACI a été classée comme une solution à long terme nécessaire à terme, mais jamais disponible assez rapidement. Les régions qui suivent de plus près le résultat de l'opération Zhuzhou
ne sont pas celles qui possèdent les industries aéronautiques les plus importantes, mais celles qui connaissent les plus grands problèmes de connectivité court-courrier non desservis. L'Asie du Sud-Est, région archipélagique, où des centaines de communautés insulaires dépendent donc de liaisons aériennes court-courrier peu rentables, en raison du coût du kérosène, présente le cas d'utilisation le plus immédiat pour un turbopropulseur à hydrogène compétitif. Le sous-continent indien, où la connectivité aérienne régionale reste limitée par le coût du carburant sur les lignes à faible marge, constitue un candidat de second rang pour l'adoption de cette technologie. Le réseau domestique chinois, avec sa forte densité de segments court-courrier de moins de 500 km, représente le premier environnement de déploiement commercial. Ce que requiert réellement l'adoption, ce n'est pas un meilleur moteur, mais la mise en place d'une infrastructure d'approvisionnement en hydrogène. Il est nécessaire de disposer de systèmes de stockage cryogénique dans les aéroports régionaux, d'installations de production d'hydrogène liquide à une distance raisonnable de ces aéroports et d'un processus d'harmonisation réglementaire entre les États membres de l'OACI qui ne disposent actuellement d'aucune norme de navigabilité approuvée pour la propulsion à combustion d'hydrogène. Le programme Zero d'Airbus, qui vise un avion commercial à hydrogène d'ici 2035, a établi des partenariats avec plus de 220 aéroports dans le cadre de son initiative de hubs hydrogène afin de commencer à identifier les infrastructures nécessaires. L'écart qu'elle met en évidence est le même que celui que l'AECC vient de montrer comme une voie à suivre. En 2010, l'Agence internationale de l'énergie AIE prévoyait que l'électricité solaire photovoltaïque atteindrait la parité de coût avec la production conventionnelle d'ici 2050. Ce fut chose faite dès 2015, soit 35 ans plus tôt que prévu. Les prévisions de l'AIE concernant l'hydrogène dans l'aviation à l'horizon 2040 sont désormais reléguées au second plan, au même rang que les prévisions de 2010 sur l'énergie solaire. L'avantage concurrentiel de la Shenzhen, après Zhuzhou, ne réside pas dans un brevet sur un injecteur d'hydrogène. Il s'agit d'une chaîne technique complète, production, stockage, livraison, combustion, intégration à la cellule et données de certification en vol développées et validées simultanément. Reproduire cette chaîne est plus long que de fabriquer chacun de ses composants. La question n'est plus de savoir si l'aviation à hydrogène est possible, mais ce qui construira l'infrastructure qui la rendra inévitable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez désormais plus sur la propulsion aéronautique à hydrogène que la plupart des spécialistes du sujet. Et ce que vous comprenez, ce n'est pas seulement qu'un avion chinois a volé à l'hydrogène pendant 6 minutes au-dessus de Zhuzhou. Ce que vous comprenez, c'est ce que ce vol a réellement démontré que les 3 sous-problèmes les plus complexes liés à la propulsion à hydrogène, à l'approvisionnement en carburant cryogénique au poids de la structure et à l'intégration des systèmes en temps réel peuvent être résolus simultanément au sein d'une architecture aéroportée unique grâce à un programme ayant développé les 4 couches techniques en parallèle plutôt que séquentiellement. Il ne s'agit pas d'un résultat incrémental, mais d'une preuve de concept pour une approche totalement différente des problèmes d'ingénierie complexes. Le vol de Zhuzhou ne signifie pas que des avions de ligne à hydrogène arriveront l'année prochaine. L'écart d'autonomie est réel. L'écart d'infrastructure est réel. Le calendrier de certification est réel. Cela signifie que tous les programmes aérospatiaux du monde qui situaient l'aviation à hydrogène au-delà de 2040 partent désormais d'une hypothèse qu'un avion cargo de 7,5 tonnes survolant le centre du Hunan vient de rendre empiriquement erroné. Si ce genre d'histoire vous intéresse, l'ingénierie sous-jacente au titre « Le système derrière le record », les implications que le communiqué de presse n'explique pas, alors abonnez-vous et activez les notifications. C'est vraiment la meilleure façon de ne pas manquer la prochaine. Nous allons continuer à suivre le programme AEPCENT à mesure que AECC progresse vers la soumission des données de certification CAAC. Et quand cette information sera révélée, vous voudrez être au courant. Le résultat de Zhuzhou suscite un véritable débat et je souhaite connaître votre avis. D'un côté, on affirme que l'avance de la Chine dans l'aviation à hydrogène est structurelle et durable, car elle repose sur un avantage systémique englobant simultanément la propulsion, la cellule, l'alimentation en carburant
et la certification. Or, il faut une décennie pour reproduire un tel avantage systémique, même lorsque chaque composant est parfaitement compris. De l'autre côté, on soutient que l'écart commercial, autonomie, capacité passager, infrastructure aéroportuaire, harmonisation réglementaire, est encore si important que Zhuzhou représente un résultat de laboratoire marquant et non une révolution sur le marché. Airbus et l'écosystème aérospatial occidental disposent des capitaux et des relations réglementaires nécessaires pour combler cet écart, avant que les turbopropulseurs à hydrogène ne soient commercialisés à grande échelle. Les deux camps présentent des arguments valables. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je les lis tous. À bientôt.